Bonjour à tous chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir le déroulement du commerce triangulaire. Attention, aujourd'hui nous ne verrons pas l'histoire du commerce triangulaire, mais seulement comment ça fonctionnait. Commençons. Ce commerce est aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale. C'est une traite de vente d'esclaves qui relie l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les esclaves sont récupérés en Afrique contre des objets peu quelconques, tels que de vieilles armes, des tissus, etc. Puis ces esclaves sont vendus aux Amériques contre des matières premières coloniales, telles que le sucre, le café, le cacao, le coton, le tabac, etc. Il commence au XVIe siècle avec la découverte de l'Amérique, puis s'intensifie à partir de 1705, mais il finit par chuter avec le droit de visite des navires étrangers imposé par les Anglais en 1823 grâce à sa domination des mers. Les armateurs, qui étaient alors très nombreux, surtout en France, où on peut comptabiliser plus d'un demi-millier de familles qui avaient armé près de 2800 navires pour l'Afrique, ils sont aussi très influents. Les villes françaises pouvaient avoir plusieurs dizaines de maires venant de familles armatrices. Mais ces armateurs ne s'adonnaient pas uniquement à la traite. À côté de ça, ils pouvaient s'adonner aussi à des activités comme la pêche, les assurances et d'autres activités moins importantes. Cette activité effectivement coûte un bras. Armer un navire peut coûter très cher. On parle alors d'un chargement d'un navire et d'un équipage qui valent ou en tout au plus 200 000 livres, qui est la valeur d'un hôtel particulier à Paris. Pour pouvoir en supporter le coût, les armateurs se rassemblaient à plusieurs et formaient alors une équipe d'actionnaires et d'associés prêts à en assumer le prix. Les armateurs pouvaient aussi trouver le capitaux auprès de leurs amis, de leurs connaissances ou encore de leur famille. En ce qui concerne le choix du navire, cela dépend de la stratégie de l'armateur. Si celui-ci voulait un voyage rapide et court, un voilier rapide faisait office de meilleur choix. Si l'armateur voulait faire quelques économies, alors l'armateur choisissait un vieux navire. Si l'armateur voulait un gros chargement, il en choisissait un navire un peu plus gros. Mais dans tous les cas, le navire, que l'on nomme négrier en l'occasion, doit répondre à quelques exigences. D'une part, le volume de la cale devait être important pour l'eau et les vivres. Il fallait en effet 3 litres d'eau pour chaque personne et par jour. Il y a 600 captifs, 45 membres d'équipage. Il faut donc fournir pendant le voyage 140 000 litres d'eau en tout et pour tout. Il faut aussi fournir 40 kilos de nourriture par personne pour tout le voyage. Je vous laisse faire les calculs. De plus, il faut que le navire soit polyvalent. Il doit être capable de contenir les marchandises que l'on vend aux Africains comme les esclaves et les marchandises qui sont récupérées aux Amériques, mais il faut aussi pouvoir contenir les captifs, les esclaves récupérés en Afrique. Enfin, il faut que la hauteur de l'entrepont soit entre 1,40 m et 1,70 m. Il sert alors de parc à esclaves et avec cette hauteur, les négriers augmentaient la surface disponible en installant des plateformes à mi-hauteur sur les côtés, sur une largeur de 1,90 m. Pour les marchandises, elles doivent être suffisamment nombreuses et diversifiées, cacao, café, etc. Les navires européens portaient dans leur cale les textiles bruts, textiles finis, des armes, des vins. La cargaison destinée à être donnée aux Africains ne doit pas être énorme, tout juste ce qu'il faut pour en avoir un certain nombre. L'équipage, quant à lui, était 2 fois plus important que celui des autres navires marchands de même tonnage. Il fallait un homme pour être captif. L'équipage était composé de jeunes novices et parfois de fils d'armateurs, ou alors ce sont des aventuriers. On a à peu près sur un écrier 50 de membres d'équipage. Pour bien réussir l'expédition négrière, 4 hommes étaient particulièrement importants. Le charpentier qui devait construire le faux pont quand le navire se rapprochait de sites de traite africains, le tonnelier qui s'assurait de la bonne conservation de l'eau et des vivres, le cuisinier qui devait nourrir des centaines de captifs et l'équipage, et enfin le chirurgien qui devait s'assurer de la bonne santé des captifs à l'achat. C'était aussi le chirurgien qui se chargeait de marquer au fer rouge les esclaves juste après l'achat. En ce qui concerne la capture de l'esclave, la plupart des pays la font à l'intérieur des terres, en payant des tribus africaines pour qu'elles livrent des esclaves à des tribus ennemies aux Européens. La mortalité en Afrique, même des captifs, sont d'environ 10%, rien qu'en Afrique.
lors du transport, les mauvaises conditions de vie, d'hygiène, de nourriture, etc. sont très mauvaises et la mortalité peut aller jusqu'à 35%, voire dans de rares cas 100%. Ensuite, une fois les esclaves chargés, les navires vont dans des comptoirs en Amérique qui appartiennent à leur nation. La traversée de l'Atlantique dure environ de 1 à 3 mois. Il pouvait y avoir des révoltes, la plupart sont matées, mais certaines réussissent, comme quand 109 esclaves se rendent maîtres du Misericordia, un navire portugais. Les esclaves sont ensuite vendus contre des matières premières qui intéressent l'armateur. Les esclaves doivent néanmoins être mis en quarantaine une fois le bateau arrivé à bon port, même si les arrangements avec les autorités sont fréquents. On cachait en général les blessures, les lésions cutanées, on enduisait le corps de l'esclave d'huile de palme pour le rendre plus beau, plus brillant. Les esclaves sont en général vendus par lot. Il y avait des annonces faites aux planteurs locaux qui, c'est comme une vente aux enchères. La vente se faisait sur des navires ou sur terre même. Après la vente, les esclaves font l'objet d'un dressage qui est une sorte de période d'acclimatation. Ils sont coupés de leur famille, de leur groupe ethnique, de leur groupe linguistique. On leur donne même un nouveau prénom, un nouveau nom et même un numéro qui nous fait comprendre qu'ils ne sont plus considérés comme des humains, mais comme des objets, et bien qu'il faut alors recenser. Ils doivent aussi réapprendre une langue qui est totalement différente de leur langue natale, s'habituer aux conditions climatiques de leur nouveau pays, s'habituer au dur travail forcé, se créer des liens communautaires qu'ils ont perdus en Afrique, et de plus, ils doivent se créer des biens immatériels tels que la prière et la spiritualité qui ne font pas partie de leur culture de base. Ils n'ont le droit d'avoir aucun bien matériel, leurs enfants sont des esclaves dès leur naissance, et ils ne peuvent pas sortir de leurs conditions sinon s'ils sont affranchis. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé, laisse un like et abonne-toi. Nous verrons prochainement l'histoire du commerce triangulaire.